Alors c'est l'histoire de quatre frères qui sont des hommes qui travaillent le bois. Ils sont bûcherons, menuisiers, voilà, qui vivent dans un endroit reculé, dans le nord probablement, dans le nord de l'Europe, un peu dans un bout du monde. Et ces quatre hommes vivent avec une servante qui est avec eux depuis toujours. Ce que raconte la pièce, c'est comment ces hommes crèvent de solitude, de frustration dans cet endroit très, très abandonné où ils sont eux-mêmes, on va dire, confinés, pour parler d'un mot qui résonne beaucoup aujourd'hui. Comment ils sont les héritiers d'une certaine histoire, d'une certaine éducation, d'une certaine tradition qui s'exprime dans un rapport de domination, d'oppression qu'ils exercent continuellement à l'encontre de cette femme, cette servante, Marie, qui est avec eux, et autour même de tout ce qui les entoure et qui constitue leur environnement direct, la nature, les arbres autour d'eux, etc. Donc c'est leur histoire, et puis c'est aussi le trajet de Marie, cette femme qui, un jour, croit, pense, ou peut-être a rencontré un jeune homme, et ça va être le déclencheur de quelque chose de très puissant chez elle, et d'un mouvement d'émancipation et de libération vengeur et salutaire. C'est une fable, c'est un conte un peu noir qui prend ses sources justement voilà, dans ce qu'on connaît de contes de fées ou d'histoires qui mélangent un peu Barbe Bleue, Boucle d'Or et les Trois Ours, Blanche-Neige, et qui, sous couvert de mythes, sous couvert de fables, parle du monde tel qu'on l'habite aujourd'hui. Pascal Rambert, c'est un auteur que je connais bien puisque quand j'étais élève acteur à l'école du Théâtre National de Chaillot, qui était alors dirigée par Antoine Vitesse, on travaillait sur des textes contemporains et sur des textes inédits qui arrivaient au comité de lecture du Théâtre de Chaillot. Et c'était en 87. Et je travaillais sur un manuscrit de Pascal qui s'appelait Le Réveil. Ça a été le premier contact que j'ai eu avec Rambert, sans qu'on se connaisse. Et puis après, j'ai été voir certains de ses spectacles. Et on s'est rencontrés vraiment quand j'ai dirigé le Centre dramatique d'Orléans et qu'il dirigeait celui de Gennevilliers. Et on avait des projets qui étaient proches, qui étaient un peu en écho comme ça, il y avait pas mal de liens entre les projets qu'on menait et l'un et l'autre. Pas mal de points communs aussi, je sais pas, dans le rapport qu'on a ou l'intérêt qu'on peut porter à la danse, aux arts plastiques, à la musique, au son, l'intérêt qu'on a pour l'étranger. On travaillait beaucoup à l'étranger et l'un et l'autre. On avait ce biotope-là d'avoir l'habitude de travailler avec des acteurs étrangers, de créer à l'étranger, de construire nos parcours de metteurs en scène, mais à travers à la fois la fréquentation des autres disciplines et puis aussi de culture étrangère et de cet amour qu'on a pour le fait de travailler à l'étranger. Donc je pense que ça a commencé à créer des liens de curiosité, d'intérêt comme ça. Il a un jour eu l'envie de me proposer de jouer un texte qui s'appelle De mes propres mains. C'était en 2015 qu'on a créé ce texte et il me l'a proposé 2 3 ans avant d'ailleurs. Il me l'a proposé après avoir vu un de mes spectacles qui s'appelait Yann Karski, Mon nom est une fiction, dans lequel je jouais et il a été frappé par ce que je pouvais faire sur scène comme acteur parce que ça faisait quand même une dizaine d'années que je jouais plus. Et il a eu envie de retravailler certains de ses textes en passant par moi comme interprète. Et c'est quelqu'un qui écrit pour les acteurs, c'est quelqu'un qui écrit des textes qu'il va mettre en scène en pensant à la distribution et aux acteurs pour qui il écrit. Donc c'était singulier de me proposer un texte qu'il avait déjà créé il y a 20 ans, mais qu'il a voulu reconstituer à travers moi plus qu'avec moi. Et donc de quelque part de me faire rejouer, de me remettre à cet endroit pourtant si essentiel pour moi qui est d'être sur le plateau. Et depuis que j'ai redécouvert ça, j'ai retrouvé du sens aussi à ce que je fais, à la fois comme metteur en scène, mais comme directeur de théâtre, et que cette place d'être sur le plateau a été très importante quand Pascal m'a tendu cette perche-là. Donc voilà, il y a eu De mes propres mains, ensuite on a fait ensemble L'Art du théâtre en 2017, où
je partageais la scène avec un chien qui était un partenaire magnifique et voilà, c'était une expérience aussi très forte. Et il m'a à nouveau écrit un rôle dans un projet qui s'appelait Architecture, qui est un projet dont il m'avait déjà parlé il y a longtemps. Et puisqu'un jour, alors qu'il travaillait avec Stanislas Nordet, Denis Podalides, Emmanuel Béard et Audrey Bonnet, sur un texte qui s'appelait Répétition, il avait exprimé déjà l'envie de réunir un peu tous les acteurs avec qui il travaillait, les acteurs pour qui il écrivait dans un seul et même spectacle. Et ça s'est fait avec Architecture, où sont ajoutés Marie-Sophie Ferdan et Laurent Poitrenaud, qu'il avait vu dans La Mouette que j'avais mis en scène en 2012 à Avignon. Et ce couple avait fortement impressionné, il leur a écrit Argument, et puis moi. Voilà. Et ensuite Jacques Weber, qui était un peu un père de théâtre pour Pascal, puisque quand Pascal était jeune acteur à Nice, et Jacques Weber dirigeait le théâtre de Nice, Jacques avait invité Pascal à travailler dans le théâtre. Donc voilà, c'était une famille reconstituée dans le cadre d'architecture. Et je dis ça parce que cette idée de la famille ou de le reconstruire une famille à travers ses acteurs et à travers le théâtre est importante pour lui. Et je pense que c'est ça qui lui a donné aussi l'envie d'écrire un texte qui s'appelle Mes Mm. frères et qu'il a écrit, je crois, avant d'écrire Sœurs. Et Mes frères est la première fois qu'il écrivait pour un autre metteur en scène. Donc là, pour moi, il y avait un double message ou un double enjeu, puisqu'à la fois il m'écrivait une pièce comme metteur en scène. Un jour, il m'a dit, voilà, j'aimerais bien t'écrire une pièce que tu mettrais en scène. Et puis par ailleurs, il a choisi de m'y écrire aussi un rôle dedans. Mais voilà, on a en commun aussi peut-être un certain rapport qu'on a à la famille, à la vie et au théâtre mélangé. Enfin, il y a pas mal de points communs qui font que je trouve que c'est assez naturellement qu'il est arrivé avec cette pièce qui s'ancre dans le Grand Nord. Et je crois que le point de départ pour Pascal de Mes frères a justement été un spectacle que j'avais fait qui l'avait beaucoup marqué, qui était Ordette, suivi d'un autre qui s'appelait Le Musée de la Mer. L'un ayant pour histoire une histoire religieuse, mais qui se situe au Danemark, dans une région très reculée du Danemark, et le musée de la mer se situe en Islande. Donc je pense que tout cet imaginaire d'un Nord reculé, fantasmé, qu'il a découvert à travers le musée de la mer et Ordette, a aussi nourri le travail qu'il a fait sur Mes frères. Alors, j'ai déjà vécu cette expérience avec Marie Dariussec et justement le musée de la mer, puisque là c'était une envie qu'on avait avec Marie de travailler ensemble sur une création alors qu'on venait de travailler ensemble sur Ordette justement, que Marie avait traduit. Elle avait traduit du danois. Et j'avais déjà vécu cette chose très émouvante d'ailleurs de s'être engagé à monter un texte mais sans le connaître. Et puis un jour le texte arrive et on le découvre. Et on le découvre pas avec l'idée de est-ce que ça va me plaire ou non. On le découvre déjà en pensant qu'on le met en scène. Donc il n'y a pas la question de tiens, est-ce que j'aime bien, est-ce que j'aime pas. C'est pas du tout là que ça se passe, c'est tout de suite là, lire la pièce et essayer de la projeter dans un imaginaire, un espace. Et Mes frères est particulièrement difficile à choper sur une première lecture. Mais il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient. Et puis de découvrir ce qu'il avait écrit pour les acteurs sur lesquels on s'était mis d'accord. Donc c'était un challenge à plein d'endroits. Je pense déjà parce que c'est à la fois l'écriture de Pascal, mais qui est déplacée, parce que je pense qu'écrivant pour un autre metteur en scène, il fait un peu un pas de côté, où il y a peut-être une forme de liberté qu'il se donne, parce que sachant que c'est pas lui qui va le monter, et que c'est quelqu'un d'autre, peut-être il y a une plus grande liberté, où il y a une prise de risque qui est différente, où il y a un imaginaire qui est un peu déplacé, qui est en fait une hybridation de nos imaginaires ou de nos conversations ou de ce qu'on aime. Et puis il y a toujours, comme chez Pascal, beaucoup d'inconscient et beaucoup d'une préscience, comme ça, une préscience des choses, des gens. Là, ce qui était compliqué, c'était de lire un texte en fait qui s'affranchit de beaucoup de codes, qui a plein de registres, qui est à la fois dans le tragique, dans l'épique, dans le drame, dans le grotesque, dans l'horreur. Donc ça mélange plein de registres. Il y a des niveaux de lecture différents. Il y a une structure qui est particulière. Il y a beaucoup d'accessoires. Et moi, j'ai toujours fait un théâtre sans accessoires.
Il y a la possibilité d'y avoir des animaux, en l'occurrence des hiboux. Il y a des événements qui font appel à la mise en scène. C'est un challenge à plusieurs niveaux. C'est un challenge au niveau de l'écriture, au niveau de la langue, au niveau de ce que ça raconte, de comment ça le raconte, et avec beaucoup de défis à la mise en scène. Ce qu'il y a de très puissant chez Pascal, c'est son amour du théâtre et que c'est un texte pour le théâtre. C'est-à-dire que quand on le lit, on ne comprend pas tout, mais il faut le travailler puis le mettre en scène pour le comprendre. C'est-à-dire que c'est des textes, et voilà, c'est assez rare d'en lire, surtout aujourd'hui, c'est des textes qui appellent le théâtre, qui appellent les acteurs, qui appellent la mise en scène pour d'un seul coup faire sens et se révéler. Et ça, c'est magnifique. C'est-à-dire que là où il y a défi, c'est que où il y a challenge ou difficulté, c'est quand on le lit, on sent que ça appelle le théâtre, mais seul le théâtre et la mise en scène du théâtre va pouvoir le révéler et nous éclaircir sur ce qu'est vraiment la pièce. Xavier Jacot, qui est le créateur son de quasiment tous mes spectacles, et aussi bien ceux que j'ai fait en France que ceux que j'ai fait à l'étranger. Et ce qui est intéressant avec Xavier, c'est que d'un spectacle à l'autre, on poursuit une recherche assez particulière qu'on fait sur les rapports du son et du théâtre et de comment travailler, creuser ce qu'on a développé depuis mon premier spectacle et depuis notre premier spectacle ensemble. Creuser ce sillon d'un travail qu'on invente du son au théâtre, qui est un son qui est à la fois du sens, qui est à la fois de la sensation, qui est à la fois de l'espace. D'ailleurs, comme peut l'être la scénographie, la lumière, le costume, où le son est un partenaire des acteurs et un cinquième élément qui fait que le spectacle prend sa densité et son sens avec le son. Le son est vraiment un partenaire et pour moi aussi, Xavier est un collaborateur qui complète quelque chose que je vais faire au plateau et où le son va donner une temporalité, va donner de l'espace, va donner de l'atmosphère. Donc c'est vraiment un outil extrêmement précieux et qu'on affine de spectacle en spectacle parce qu'on cherche un langage du son, on cherche une façon de travailler le son qui n'appartient qu'au travail que nous faisons ensemble. Et ce qui est assez beau, assez rare et précieux, c'est de pouvoir continuer spectacle après spectacle, de prolonger ce travail, de ne pas se répéter, mais de le remettre en question et de l'affiner, de le poursuivre, de continuer à se surprendre dans cette invention qui est une invention commune, qui est assez proche aussi du travail que je fais avec Damien Jallet, qui est le chorégraphe qui travaille aussi sur de très nombreuses créations. Et de même qu'on cherche un espèce de langage du son et qu'on invente avec Xavier un rapport au son, je dirais qu'avec Damien, on a inventé un langage, un rapport au corps, une façon de traiter et d'aborder le corps dans mes créations, presque en parallèle du texte. C'est-à-dire que les acteurs vont travailler le texte d'une certaine façon, mais en même temps le corps agit, bouge, vit aussi d'une autre façon. Et le travail qu'on fait avec Damien, c'est d'écrire la ligne physique, la ligne du corps. Et les acteurs ne sont pas que des têtes pensantes ou des bouches qui parlent. Les acteurs sont des corps. Le corps, c'est aussi le lieu du sens, c'est aussi le lieu qui exprime le lien social. Le corps, c'est la mémoire. Et donc, c'est très important d'envisager un travail du corps qui soit aussi minutieux que celui qu'on va vouloir engager sur le texte, par exemple. Le rapport au corps ne doit pas échapper aux acteurs. Le rapport au corps, il est très pensé par nous, il est très travaillé pour qu'il ait du sens. C'est aussi d'une certaine façon le travail qu'on fait avec la lumière ou le travail que je fais sur l'espace, sur la lumière avec Scott Zelinski, sur l'espace avec Ricardo Hernandez, qui sont tous les deux américains, avec qui je travaille depuis une douzaine d'années, et avec qui j'ai fait tous mes spectacles, encore une fois en France comme à l'étranger, qui sont aussi les pièces d'un puzzle, et qui fait que sans l'un, il n'y a rien qui fonctionne en fait. C'est vraiment un travail qu'on fait de voir comment chacun est complémentaire de l'autre et comment l'espace, la lumière, le son, le travail sur le corps, le costume, et quand je parle des costumes, on parle de la couleur, de la matière, de la forme, comment tout ça s'ajoute au travail qu'on fait avec les acteurs pour créer un monde qui est très cohérent, un univers,
mais aussi un théâtre où il n'y a pas de hiérarchisation, donc tout est traité avec la même attention, la même minutie, afin de déconstruire quelque chose d'une idée du théâtre ou d'une idée du jeu ou d'une idée de l'espace pour reconstruire avec les conventions qui sont les nôtres un théâtre qui est fait de tous ces talents et de tous ces regards. Donc ces collaborateurs que j'ai depuis longtemps sont des gens très importants pour moi parce que ce sont des gens qui font des propositions artistiques fortes et que c'est l'ensemble qui finit par faire œuvre. On croit parler la même langue, mais des fois je me dis qu'il nous faudrait des interprètes ou des décodeurs pour nous aider à nous comprendre. Et finalement, ce qu'on crée au théâtre et dans le travail à la table, c'est un monde utopique où tout le monde parle la même langue, c'est-à-dire qu'on met un peu un sens commun, et non pas le sens commun, mais un sens en commun, un sens sur lequel nous sommes tous d'accord, une histoire d'un mot sur lequel nous sommes tous d'accord, et on le fait mot après mot, phrase après phrase, pour qu'effectivement les acteurs, les actrices dans le travail partagent cette langue, que cette langue soit la leur, et que tout le monde sache ce qu'on dit quand on le dit, quoi. Et donc il y a tout un travail de déconstruction, un travail de nettoyage, un travail de réajustement à faire, et c'est ça que permet ce travail à la table. Après, il y a aussi tout un travail sur la musicalité d'un texte, sur son rythme, sur un travail qui finalement est un travail quasi choral, puisque je pense que le sens aussi c'est parfois du son. Et donc on travaille aussi sur un rythme, sur des hauteurs vocales, sur des choses qui font qu'on crée de l'écoute. L'autre dimension de ce travail à la table, c'est comment on crée de l'écoute chez le spectateur et comment, de même qu'on a renouvelé une sorte de compréhension du texte en enlevant les écrans qu'on met entre soi et le texte, de même qu'on a fait ça avec les acteurs, il faut aussi faire un travail qui permette de réactiver ou de recréer de l'attention, de recréer de l'écoute chez le spectateur, quitte à le faire entendre ce qui est écrit à son corps défendant. Et donc le travail des acteurs qu'on fait à la table aussi, c'est de trouver voilà, une ligne du texte, un certain rapport au texte, à son énonciation, à sa diction, à son rythme, à sa musicalité, qui va créer une forme d'écoute chez le spectateur. Donc tout ce travail à la table, qui est un peu long comme ça, il est pour créer cette utopie d'une langue commune parlée par tous. Il est là pour créer de l'écoute, il est là pour commencer à mettre en forme quelque chose que l'espace va ensuite permettre de révéler, puisque ce texte et ce travail qu'on fait à la table, on va le prolonger dans l'espace, et que cet accord qu'on va chercher entre les voix, cet accord du sens qu'on va chercher entre les acteurs va ensuite se prolonger par un accord des corps et puis aussi une façon que va avoir maintenant ce texte tel qu'on l'a travaillé, comment il va résonner dans l'espace, comment il va prendre complètement son sens parce qu'il se joue, se dit dans un espace défini, dans une lumière, parce qu'il va se jouer dans un rapport au son, etc. Donc tout ce travail à la table qui est très long, en fait, me permet de poser les bases très solides, un travail ensuite au plateau, qui est un travail qui va être finalement plus chorégraphié et plus plastique. Frédéric Pierrot, camaraderie, c'est le camarade. Pascal Grégory, c'est le frère d'armes. Adama, c'est la première fois qu'on travaille ensemble, donc je dirais qu'Adama, c'est la rencontre. Marie, c'est la muse. J'ai toujours créé les choses parce que je sentais qu'elles étaient en résonance avec un moment qu'on traverse, avec un moment de ma vie, avec un lieu, une géographie. Et donc, j'ai pas une pile de pièces sur ma table de nuit en me disant tiens, après ça, je monterai ça, ou tiens, je pourrais faire ça, ou tel auteur est dans l'air du temps, ou c'est pas ça. C'est d'un seul coup des intuitions, des fois des textes qui sont là depuis longtemps et qu'on n'a pas encore eu l'occasion de monter. Des fois, c'est une proposition, c'est un écrivain qui vous envoie quelque chose, un livre, comme ça a été le cas avec Yannick Enel
dont une amie me fait découvrir Jan Karski. Et là, il y a quelque chose qui s'est déclenché immédiatement. Ça va être La Mouette à laquelle je pensais depuis des années, mais j'ai jamais eu le déclencheur. Et quand c'était l'idée de penser un projet pour la Cour d'honneur à Avignon, et dans l'époque et dans le moment dans lequel on était, il me semblait important de faire la mouette dans ce lieu-là, à ce moment-là. Il y a des envies qui passent, elles ne font que passer. Et puis il y en a d'autres qui restent, qui s'inscrivent comme ça et qui finissent par déclencher un désir fort. Et moi, je ne peux, je ne peux commencer à travailler que si je ressens vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la nécessité. Et cette nécessité, elle va naître d'une conjonction entre de l'inconscient, de l'intuition, des choses qui, sans le savoir, vous hantent, et puis d'un seul coup, la justesse d'un moment, ou une réponse au monde, parfois un territoire, un contexte de création. Donc c'est vraiment un ensemble assez magique et mystérieux, une sorte d'alignement qu'on ne maîtrise pas, qu'on peut provoquer, mais qu'on ne peut pas maîtriser.